Maintenant, je vais parler un peu de mon terrain de doctorat euh, qui va se dérouler chez les Hachoirs. Le terrain va se dérouler de 1981 à 1984 et va porter, comme je le disais, sur différents thèmes. Un thème que Lionel Vallée voulait développer, celui de la biomédecine. Mais qui va également déborder vers la pratique du chamanisme et la pratique rituelle de façon plus large. Donc, étant donné un peu l'expérience de la Wayus que je racontais et du fait que je n'avais rien compris, je me suis mis à travailler sur ces questions de façon assez intensive. Euh, je dirais que le terrain chez les Hachoirs n'est pas un terrain facile dans le sens où les hachoirs, disons, ne se confient pas de façon spontanée. Il y a une longue période où on a l'impression de faire du surplace. Donc, il faut s'adapter à la vie quotidienne, ce qui fait que j'ai passé énormément de temps dans les maisonnées, à participer à toutes les activités auxquelles on me conviait. Donc, de nombreuses corvées, par exemple, où on défrichait les jardins, où on transportait le bois de chauffage, où on abattait des arbres, etc. Donc, j'ai beaucoup participé à toutes ces activités. Et en fait, j'essayais d'être le plus utile possible au quotidien dans les maisonnées où j'étais. Autre caractéristique des hachoirs, c'est qu'en général, on ne séjourne pas très longtemps dans une maisonnée. Un séjour idéal est de quelques jours, et après quelques jours, on sent déjà une certaine tension. On sent que finalement, oui, tu es venu, mais il serait peut-être temps de repartir. Mais on espère bien sûr que tu reviendras, honorer notre nourriture et notre bière de manioc. Donc, il faut être en déplacement relativement constamment. Et j'avais choisi de travailler dans la zone non nucléée de, de ce territoire parce que les hachoirs étaient à l'époque divisés en deux grandes orientations. Il y avait des communautés nucléées qui s'étaient formées au cours des années 1970 en particulier, suite à la présence d'un missionnaire du Summer Institute of Linguistics, Gérard Fast, qui avait établi contact avec les Hachoirs, en particulier avec un grand chaman à l'époque, Kokush, qui, au moment où j'ai fait mon terrain, était le leader de la communauté de Roubina. Et Fast voulait, en fait, regrouper les Hachoirs dans une même communauté, alors que les Hachoirs vivaient dans un mode d'établissement dispersé sur le territoire. Chaque maisonnée était au centre d'un territoire horticole et de chasse, espacés les uns des autres d'environ 2 à 3 heures de marche, je dirais. Et donc, on avait un chapelet, effectivement, de maisonnées qui était étalé sur le territoire. Mais Fast avait provoqué le regroupement des hachoirs. Et on disait qu'à une certaine époque, il y avait jusqu'à 500 personnes qui occupaient la communauté de Roubina autour de la grande figure de Kokush, qui apparemment s'était converti, avait accepté les enseignements du missionnaire. Fast avait, de façon symbolique, purgé Kokush de ses fléchettes Tsensak. Les fléchettes Tsensak, je vais y revenir, mais c'est un des éléments de l'initiation chamanique qui transforme une personne en chaman, en fait, par l'incorporation de ces fléchettes. Et il avait également symboliquement cassé les grandes urnes de céramique
dans lesquels on préparait l'ayahuasca, le nathem, comme disent les Achuars, donc qui est un hallucinogène qui est également central à la pratique chamanique. Et donc cette communauté a eu un impact très, très important, mais qui a duré un temps limité. Pourquoi? Parce que très rapidement, en Amazonie, le gibier s'épuise. Ça devient extrêmement difficile de vivre avec un aussi grand nombre de personnes regroupées en un même lieu. Donc, il y a eu des fissions. Donc, la communauté s'est divisée. Et au moment où j'ai fait mon terrain, il y avait 3 communautés nucléées dans le sud de la rivière Wasaga, qui est un affluent de la rivière Pastassa. Donc, pour se rendre sur le terrain, il fallait naviguer, prendre le fleuve Amazon, ensuite le Marañón, remonter le Pastassa et ensuite prendre le Wasaga, qui était une rivière pleinement navigable qui permettait finalement d'atteindre le territoire Achuar. Donc, j'avais choisi de travailler plutôt dans la zone non nucléée et donc de me déplacer d'une maisonnée à l'autre en forêt. Et donc, j'étais en déplacement à peu près constant avec un sac à dos et quelques objets pour faire du troc avec les hachoirs pour compenser finalement l'hospitalité qu'on m'offrait avec nourriture, bien sûr, protection, etc., etc. Et donc, ça a été donc, des déplacements constants et des rencontres avec de nombreuses familles dans tout ce territoire. Et toujours avec les mêmes thèmes. Et donc, je me suis intéressé beaucoup à la biomédecine et à son impact. La biomédecine est introduite de plusieurs façons. D'abord à travers des commerçants qui sillonnent les rivières et qu'on appelle des regatones. C'est des gens qui ont des bateaux qui sont chargés d'objets commerciaux, d'objets manufacturés et qui échangent pour des denrées, pour des pots, pour des éléments horticoles, par exemple. Et donc, les hachoirs faisaient du troc avec les rigatones et obtenaient des médicaments, aspirine. Il y avait également la présence d'antibiotiques qu'on utilisait sous injection parfois. Et il y avait également la présence nouvelle d'infirmiers qui sillonnaient les rivières et qui offraient des traitements. Il y avait des volontaires italiens, en fait, qui étaient arrivés dans la région à peu près en même temps que moi, je dirais, et qui offraient des services de ce type. Ils avaient un bateau avec lequel ils circulaient sur les rivières, et puis donc les hachoirs avaient accès à un certain nombre de médicaments. Mais je me suis rendu compte rapidement que ces médicaments n'étaient pas utilisés de façon pleine et entière. Et en fait, leur usage était lié à la conception hachoire de la santé et de la maladie. Entre autres, les antibiotiques, on considérait que dès que les symptômes d'une personne étaient persistants, ou quand ces symptômes avaient certaines caractéristiques relativement soudaines, par exemple, il fallait absolument à tout prix éviter de prendre un antibiotique par injection. Et on considérait l'injection comme une forme extrêmement forte de traitement, mais qui pouvait être contraire pour des raisons qui relèvent en fait du chamanisme. Pourquoi? Parce qu'on avait plusieurs catégories de maladies. La première, c'était celle qu'on nommait Sunkur. Sunkur, c'est toute maladie transmise, donc qui pouvait être liée à la présence d'un visiteur. Donc la grippe, par exemple, la rougeole, tout ça, ça pouvait être introduit. Et les hachoirs étaient extrêmement conscients des dangers de l'arrivée d'un visiteur de l'extérieur. Et c'était la plupart du temps une des premières questions qu'on formulait. C'était Sunkur Mahayatsuru. Est-ce que tu es atteint d'un Sunkur? Et si on avait des symptômes, si on avait le nez un peu rouge, un peu de toux, etc., les hachoirs étaient extrêmement réticents à accorder l'hospitalité.
Et il disait toujours, c'est parce qu'on veut protéger nos enfants. Nos enfants ne sont pas immunisés, donc faut faire attention. Donc, c'est une première catégorie, Sunkur, qui implique des maladies transmises comme ça et des maladies dont les symptômes sont peu persistants, donc qui vont disparaître après 2, 3, 4 jours assez rapidement et qui répondent bien à la prise soit de médicaments locaux. Donc, on avait toute une panoplie de médicaments qu'on préparait avec de la sève, avec des feuilles. Toutes les maisonnées avaient une connaissance assez élaborée de ces médicaments qui visaient à faire disparaître rapidement des symptômes qui étaient liés à ce qu'on appelait Sunkur. On pouvait utiliser tout ce qui relève de la biomédecine, bien sûr, aspirine, onguent. On pouvait utiliser des antibiotiques également au tout début. Mais si les symptômes persistaient au-delà de 3-4 jours, se transformaient, devenaient un peu plus inquiétants, là, on passait à une deuxième catégorie que l'on nommait Atta. Atta qui veut dire je me sens extrêmement mal, j'ai l'impression que je suis en train de mourir. Donc, c'est lié à des symptômes beaucoup plus importants. Et là, il fallait rapidement consulter un chaman, que les Achuars nomment Uwishin, pour s'assurer que les symptômes en question n'étaient pas liés à l'activité néfaste d'un chaman ou d'une entité antagonique. Pourquoi? Parce qu'on considérait que c'était des symptômes liés à des formes d'ensorcellement et qui étaient associés à la présence dans le corps de la personne de fléchettes que les Achuars nomment tsensak. Donc ça, c'est un des éléments très, très importants du chamanisme. C'est un chamanisme dit à fléchettes. C'est une expression que Jean-Pierre Chaumeil avait développée. C'est un chamanisme à fléchettes qui est présent dans toute cette région du Haut-Amazone. Plusieurs sociétés voisines participent du même complexe de ces chamanismes à fléchettes. Les fléchettes sont transmises depuis le temps des origines d'entités aquatiques que les Achuars nomment Tsunki. Et c'est des Tsunki que les humains ont acquis ces fléchettes et connaissent finalement les pratiques chamaniques. Et donc, les chamans doivent s'assurer très, très rapidement de la présence ou non de ces fléchettes dans le corps du patient. Et donc, si les symptômes persistent, on doit rapidement soit convoquer un chaman qui se déplace ou se déplacer chez le chaman pour obtenir un diagnostic que le chaman va poser en utilisant l'ayahuasca. Le natem en Achuar, c'est un hallucinogène. C'est une liane que les Achuars cultivent, qui est très, très connue. On en a abondamment parlé dans différents domaines extérieurs à l'anthropologie également. Il y a actuellement, on le sait, un tourisme autour de la consommation d'ayahuasca. C'est un hallucinogène qui permet aux chamans, en fait, de voir et de poser un diagnostic sous l'effet de l'ayahuasca. Et donc, le chaman va accepter ou non de recevoir le patient et puis va poser son diagnostic. Et s'il considère qu'effectivement, il y a présence de tsensak, donc Atta, là, on va programmer un traitement. Donc, il va y avoir une intervention chamanique. Pourquoi il faut se dépêcher d'aller consulter le chaman? C'est qu'en fait, les Achuars considèrent que si on ne le fait pas rapidement, le mal va se répandre, va se développer, va prendre la forme de ce qu'on pourrait appeler, de façon analogique, un cancer généralisé. Il va s'étendre. Pourquoi? Parce que le mal est causé par des tsensak, mais aussi par une espèce de flegme qui entoure les fléchettes et que les Achuars nomment Maintri. Et donc, les fléchettes impliquent toujours une présence de Maintri. Et les deux combinés dans le corps d'un patient, si on retarde de trop, deviennent pratiquement impossibles à extraire. Parce qu'une des formes de traitement, c'est l'extraction par succion. Lors de séances chamaniques,
Encore une fois, sous l'influence de l'ayahuasca, le chaman va utiliser du jus de tabac et va également utiliser des cigares de tabac pour neutraliser l'énergie de la fléchette Tsensak et pour l'extraire par succion. Il doit extraire non seulement la fléchette elle-même, mais il doit également extraire le mind tree. Donc, ça peut prendre quelques séances avant que le patient soit complètement, disons, guéri, c'est-à-dire qu'on ait extrait l'ensemble de ces substances intrusives hein, qui sont associées à cette catégorie de hatha. Et par la suite, le patient doit suivre une diète, doit se comporter de façon, disons, préventive pendant un certain temps. Mais c'est une des dimensions qui va faire l'objet de mon travail. C'est-à-dire que je vais passer beaucoup de temps chez des chamans à observer, à documenter les cures en question et à essayer de comprendre le système, finalement, de l'étiologie, si on veut, hachoir, qui impliquait également une autre catégorie, c'est-à-dire tout ce qui affectait les enfants en très bas âge. Donc, on les associait à une autre catégorie qui n'était pas incluse dans Sungkur et Hatha. La mortalité infantile n'était pas attribuée, par exemple, à Hatha, donc à l'activité d'ensorcellement. Par contre, tous les patients qui étaient atteints de Hatha considéraient que la source de leurs symptômes était en général liée à une relation conflictuelle avec un membre plus ou moins proche de la société hachoir. Et là, le chaman, en général, retraçait les conflits. Donc, c'était une de ses tâches, c'était de donner un sens à ces symptômes en termes de relations sociales conflictuelles liées à des dettes impayées, au refus d'alliance, par exemple, ou à des comportements hostiles dans le passé. Et donc, son travail consistait non seulement à extraire cette fléchette et le mind tree, mais également à donner un sens aux symptômes en fonction de cet univers hachoir qui était très conflictuel. Il y avait énormément de conflits au sein même des familles. Les principales tensions étaient entre alliés, donc gendre, beau-père, beau-frère également, énormément de conflits, et des conflits qui se transposaient de façon interfamiliale, hein, parce que le père prenait parti pour sa fille, qui était maltraitée par son gendre, etc. Donc, il y avait énormément de tensions et de conflits, et tout décès, euh, toute maladie grave associée à Hatha était constamment associée, finalement, à cet univers conflictuel où intervenaient les chamans. Et on pourrait dire que les chamans étaient, d'une certaine façon, des arbitres de ces conflits et intervenaient par-delà et au-delà des chefs de communauté qui, eux, intercédaient, je dirais, de façon diplomatique, pouvaient tenter de tempérer un certain nombre de conflits, mais en général, ça portait peu. Pourquoi? Parce que la société hachoir est extrêmement égalitaire et on tolère très mal l'intervention d'un tiers qui n'a pas de pouvoir particulier. Alors que les chamans étaient des êtres craints, respectés, toujours très ambivalents, parce qu'on ne sait jamais si effectivement il veut notre bien ou s'il peut causer notre mal. Donc il y a une ambivalence absolument totale et on avait un très très grand respect pour les chamans. Même si effectivement on les accusait constamment d'être responsables des malheurs, de l'ensorcellement d'un tel ou d'un tel. Donc il y avait cette dimension-là était constamment présente. Et j'ai pu l'observer de très près. Je pourrais donner un exemple pour illustrer un peu comment c'est négocié. J'avais
une dernière année, j'avais rencontré une famille qui était sur la rivière Pastassa. Euh, euh, je voyageais à ce moment-là en bateau. J'étais en bateau depuis la rivière Marañón jusqu'au territoire Achuar. Et je rencontre Lucas et sa famille. Il était avec son épouse. Ils avaient un très jeune bébé et son beau-père, un aîné Achuar. Le seul homme, d'ailleurs, que j'ai vu de toutes ces années de terrain qui possédait une lance. Parce que la lance était l'arme par excellence de la chasse et de la guerre chez les Achuars. Mais je n'avais jamais vu de lance de ma vie. Et là, finalement, cet homme se déplaçait avec sa lance. Tous les autres hommes avaient opté pour le fusil, hein. Ils étaient constamment armés. C'était un fusil de chasse à un coup, calibre 16, avec des grosses cartouches que les Achuars rechargeaient eux-mêmes avec un peu de poudre, des plombs et des morceaux de tissu. Donc, c'était pas très précis en général, mais ça faisait quand même l'affaire. Et on chassait encore, par contre, beaucoup avec la sarbacane. Donc, c'était un instrument de chasse encore présent à l'époque. Et donc, Lucas me demande si il peut venir avec moi. Il voulait rentrer chez lui. Donc, je l'invite à monter à bord du bateau. Et donc, on fait connaissance, on discute et j'apprends qu'il est lui-même guérisseur, chaman, mais converti au protestantisme. Et c'est le seul que j'ai rencontré qui guérit avec la Bible. Donc, il se servait de la Bible pour extraire les fléchettes Tsensak. Il pouvait mettre la Bible sur la partie où se trouvait localisée la Tsensak, faire une espèce de massage, une prière, paf, et la fléchette était extraite. Donc, j'ai fait une longue entrevue, on a beaucoup discuté, et je les ai raccompagnés, je les ai laissés dans leur communauté. Et par la suite, je me suis déplacé un peu dans différentes régions de la rivière Wasaga pour me retrouver chez Nayashu, qui était considéré à l'époque comme le plus grand chaman Achuar. Il avait une réputation qui transcendait les frontières, en fait, de la société Achuar. Il y a des gens qui venaient de différentes régions pour le consulter. Il habitait dans une énorme maison palissadée avec une protection constante, avec ses garçons qui étaient constamment armés pour le protéger. Il dormait dans une couchette barricadée avec des troncs d'arbres énormes en cas d'attaque parce qu'il était parmi les grands chamans, donc constamment accusé de malversation, d'ensorcellement, etc., etc. Et donc, j'ai séjourné assez longtemps chez Nayashu, plus longtemps que normalement, parce que je disais tantôt, un séjour de 4, 5, 6 jours, c'est vraiment un maximum normalement. Mais Nayashu m'avait très, très bien accueilli. Et au moment où j'étais à mon deuxième séjour, il m'annonce qu'il prépare une grande séance d'ayahuasca euh, que les Achuars nomment Natem Mamu, c'est-à-dire boire le Natem ensemble. Mamu veut dire ensemble. Et donc, ça avait lieu dans quelques semaines. Et là, je me suis dit, il faut absolument que je vois ça parce que c'est quelque chose qui se fait presque jamais. Karstein en avait parlé dans ses écrits, mais aucun anthropologue, je pense, avait participé à un Natem Mamu. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer à ce Natem Mamu, mais je suis resté quand même plusieurs semaines à attendre l'arrivée de ce Natem Mamu. Alors, un jour, en fin de journée, je vois Lucas arriver avec son beau-père et un autre homme. Ils viennent rencontrer Nayashu et ils soupçonnent Nayashu, en fait, d'être responsable de la mort de la fille de cet aîné, celui qui se déplaçait avec une lance. Sa fille était décédée quelques mois auparavant suite à une épidémie de coqueluche qui s'était déclenchée pendant que j'étais sur le terrain. Et donc, ça avait créé un mouvement de panique. Et plusieurs enfants étaient morts de la coqueluche et quelques aînés, dont cette femme. Et donc, les hommes venaient demander des comptes à Nayashu.
et le soupçonnait d'être responsable de la mort de cette femme en question. Et donc là, il y a, comme dans chaque visite, il y a un dialogue rituel qui va être enclenché au moment de la visite. Et donc, il y a, les interlocuteurs utilisent des formules qui sont sans contenu propositionnel, se font face et observent leur réaction pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ça peut durer une heure. Et j'avais jamais vu de tout mon séjour un rituel, un dialogue rituel aussi intense, aussi tendu. Les hommes étaient assis littéralement au bord de leur tabouret avec le fusil, comme ça, chargé. Nayashu, même chose. Et ça s'échangeait de façon extrêmement intense jusqu'à ce que la tension baisse et que Nayashu dise aux hommes, demain on va prendre la Wayus, on va discuter autour de la Wayus. Et en fait, il a réussi à les convaincre qu'il n'était pas le responsable de cette mort, mais que c'était plutôt un autre chaman qui avait provoqué la mort de cette femme. Et il a donné la raison, c'est-à-dire que, effectivement, on lui avait refusé la main de cette fille. Et donc, il avait trouvé finalement le motif qui avait provoqué la mort de cette femme. Donc, et la tension a baissé et tout s'est déroulé tout à fait normalement. Mais j'ai vu comment le chaman opérait finalement, comment il pouvait donner sens à une situation en raison de la très, très grande connaissance qu'il a des réseaux sociaux. Autour de lui, Nayashu recevait tellement de patients qu'il était au courant de tout ce qui se passait sur le territoire. Donc, il pouvait cumuler une information extrêmement riche et se servir de cette information pour comprendre effectivement les réseaux, les tensions, les conflits et donner sens et arbitrer d'une certaine façon également ces conflits comme tels. Donc, je dirais là que j'avais découvert d'une certaine façon la dimension juridique de l'activité chamanique. Hein, une des dimensions qui a été, je pense, passablement négligée par les chercheurs qui ont misé sur d'autres dimensions plus thérapeutiques, médicinales et autres du chamanisme.